Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous européen de l'Europe Direct de Strasbourg. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Alors l'été arrive, mais depuis quelques années, il ne rime plus seulement avec vacances, soleil et transat. Il est aussi devenu synonyme de climat extrême, canicule, sécheresse, feux de forêt. L'Europe suffoque, brûle, souffre. L'été 2002 fut le plus chaud jamais enregistré avec la pire sécheresse depuis 500 ans et l'une des saisons d'incendie les plus graves de notre histoire. Face à ces risques climatiques de plus en plus fréquents et intenses, comment l'Union européenne s'organise-t-elle? Est-elle prête à faire face? Notre invité connaît bien ces situations d'urgence. Grégory Allion est député européen depuis 2024, élu sur la liste Renaissance et membre du groupe Renew ici au Parlement européen. Mais avant cela, il a été pompier volontaire puis professionnel, directeur du service d'incendie et de secours et président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Son parcours incarne l'engagement de terrain et son expertise le rend particulièrement attentif aux enjeux de la protection civile, de la résilience face au changement climatique et de la valorisation de l'engagement volontaire. Il va nous parler aujourd'hui de ce que fait ou devrait faire l'Union européenne pour anticiper, coordonner et renforcer notre capacité à réagir. Bonjour Monsieur Allion. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comme je le disais, vous êtes pompier, je crois depuis 35 ans. Pourquoi avoir décidé de vous engager aujourd'hui en politique et plus spécifiquement ici au Parlement européen? En fait, je vais vous répondre très clairement. Je n'ai pas trouvé que je m'engageais. J'ai toujours été engagé pour une politique publique qui était la protection de nos concitoyens. Et entre être sapeur-pompier et élu au Parlement, c'est simplement la chambre d'écho, ou en tous les cas le lieu où l'on parle de cette problématique, de cette politique publique de protection civile. Donc pour moi, il n'y a pas de changement dans mon engagement, si ce n'est le lieu d'exercice, là où je viens parler au Parlement européen, parce que je considère depuis quelques années que le sujet de la solidarité entre les départements pour ce qui concerne notre pays, mais en tous les cas, dorénavant, et vous l'avez cité dans votre propos liminaire, les événements devenant de plus en plus récurrents et ayant une intensité particulière, ces événements-là exigent une solidarité qui dépasse les frontières, et notamment à l'échelle de l'Union européenne, c'est la solidarité européenne qui prévaut de fait. Alors, l'institution ressemble-t-elle finalement à ce que vous imaginiez? Vous qui êtes là maintenant depuis un an, on pourrait dire, ça fait presque un an jour pour jour que vous avez été élu. Je n'ai pas changé d'avis. Au contraire, au bout d'un an, je pense que nos institutions ont besoin de se renouveler pour faire face à un monde de défis. Un monde de défis climatiques, c'est la thématique de ce jour. Un monde de défis géopolitiques, un monde de défis économiques, un monde de défis de souveraineté. Bref, avec tous ces défis-là, probablement qu'on a revisité nos organisations parce qu'il faut être actif, proactif et savoir disrupter, c'est-à-dire avoir une action du jour qui ne correspond peut-être pas à la pensée d'hier ou d'avant-hier. Et justement, pour agir concrètement ici au Parlement, vous avez choisi 2 commissions parlementaires précises, celle de l'emploi et des affaires sociales et également celle de l'environnement. Alors pourquoi ce choix ? Alors, 2 commissions qui sont très importantes pour le monde des sapeurs-pompiers en France comme en Europe. La commission environnement, santé, forcément, parce qu'elle traite des sujets de protection civile aussi, c'est dans cette commission où l'on parle des sujets attraits à tout ce qui est solidarité, mécanismes budgétaires, notamment sur cette partie-là, mais aussi l'environnement, parce qu'on a traité lors du précédent mandat énormément de sujets liés aux causes du dérèglement climatique, et dorénavant, ce que je souhaite, c'est que l'on pousse aussi quelque chose sur les conséquences et le traitement des conséquences, et notamment en matière de protection civile. Ça, c'est pour la commission environnement, et sur la commission emploi, c'est tout ce qui a trait à la protection des travailleurs et forcément la santé et sécurité des travailleurs et la santé et sécurité de celles et ceux qui œuvrent en matière de protection civile. Et je veux parler des sapeurs-pompiers en première ligne. Et c'est là qu'on reviendra peut-être tout à l'heure, puisque le statut des pompiers, c'est soit de volontaires, soit de professionnels dans toute l'Europe. Et ça a aussi un lien avec cette commission-là. Alors, venons-en au cœur de votre expertise, la protection civile. Les catastrophes naturelles se multiplient en Europe et aucun pays n'est à l'abri. Alors, Monsieur Allion, on sourit en entendant Mickey débarquer en pompier, mais sur le terrain, les incendies, ce n'est pas un dessin animé. Vous êtes pompier dans la vraie vie. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années concrètement quand on affronte les feux, notamment de forêt ?
Je vais vous parler à l'échelle du bonhomme que je suis. Lorsque je me suis engagé à l'âge de 17 ans, je luttais contre des feux qui étaient à l'échelle de mon département, c'est-à-dire mon département de naissance, le département du Var. Et lorsque l'on partait aider les collègues dans les Bouches-du-Rhône, c'était la mission et on partait en aventure. Aujourd'hui, en 2020, je me suis retrouvé à partir en Australie. Très, très récemment, c'est le Canada, c'est le Chili où on part, c'est la Suède, c'est des inondations aussi également au travers de l'Europe centrale. Donc l'échelle a changé, premier point. La récurrence des événements ont changé et surtout l'intensité. L'intensité des feux. Si on part en Australie, c'est pas pour aider les collègues australiens, c'est qu'on a besoin de constater ce qui se passe, d'une part, de le partager et de communément commencer à réfléchir de comment on peut aborder, premièrement pour éviter les feux et deuxièmement pour les traiter de manière probablement différente parce que leur intensité ne permet plus de lutter avec les moyens conventionnels. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de gérer ces feux-là seulement avec de l'eau parce que vous avez des mégawatts de puissance qui vous arrivent en front de flamme. Donc ça veut dire qu'il faut à la fois préparer les sapeurs-pompiers à affronter ces mégawatts, mais aussi nos populations et notre urbanisation qui doit à un moment reculer par rapport à ces mégawatts ou en tous les cas faire reculer le danger et la forêt par rapport à ces mégawatts qui peuvent arriver. Certainement ce qu'on a vu un peu à Los Angeles récemment aussi. Oui, et puis vous avez dit tout à l'heure, vous êtes devenu homme politique. Oui et non, je ne sais pas. C'est probablement à la fin du mandat que ça se jugera. Mais je considère aujourd'hui qu'il y a des choses terribles qui se passent. C'est-à-dire que le pompier, ou en tous les cas les décideurs pompiers, deviennent la cible du politique. Je veux parler de la Californie. Tout le monde a entendu parler de ce qui s'est passé avec finalement l'incrimination de la gestion des opérations par les autorités politiques. Et je veux parler de Donald Trump. Mais il se passe un truc en Grèce, pas très loin. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a un jugement qui met à l'index la gestion par les sapeurs-pompiers des feux de l'an dernier. Or, je veux bien qu'on se remette tous en cause, il n'y a pas de sujet. Mais quand on voit Valence, quand on voit les feux en Californie, quand on voit les feux en Grèce, globalement, c'est l'urbanisation, l'aménagement du territoire qui est à revisiter. Et c'est la conséquence de plusieurs politiques d'urbanisation qui ne sont pas ni de droite ni de gauche, mais qui sont l'inconséquence justement des actions politiques. Alors aujourd'hui, mettre à l'index les sapeurs-pompiers comme étant coupables et responsables, c'est un peu facile. Ce d'autant que dans le même temps, vous avez des gens comme Donald Trump qui diminuent les budgets affectés aux sapeurs-pompiers. Donc on est sur un monde de fous où finalement, il est facile de couper la tête à celles et ceux qui ont encore le courage de partir au front. On voit ce que Donald Trump est en train de faire, mais l'Union européenne dispose depuis 2001 d'un mécanisme qu'on appelle le mécanisme européen de protection civile. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il permet concrètement et en quoi il consiste ce mécanisme ? Le mécanisme repose sur déjà la volonté, la bonne volonté de l'ensemble des États membres, ou en tous les cas des États membres de ce mécanisme, qui permet de mettre à disposition de l'Union européenne des modules qui sont composés, qui sont normés. Alors c'est soit des modules inondation, des modules pour faire face au séisme, des modules pour faire face aux risques technologiques. En l'espèce, puisqu'on parle des feux de forêt, c'est des modules qui permettent de donner des moyens et des personnels pour lutter contre les feux de forêt. Ces modules-là, ils sont activés soit en préventif, soit en curatif. L'Union européenne, depuis 2022, la saison qui a mis à mal la France et l'ensemble du territoire européen, il faut savoir qu'en Europe... pour rappeler, c'était notamment les incendies dans les Landes. Dans les Landes de Gascogne. Et il faut savoir qu'en Europe, c'est à peu près 1000 départs de feu sur une seule saison estivale de manière régulière. Et il y a des journées à risque qui mobilisent ce mécanisme, ou en tous les cas le centre opérationnel, parce que vous avez 200 départs de feu simultanés sur le territoire européen. Donc en préventif, c'est déployer des moyens. Et typiquement, la France aura des sapeurs-pompiers roumains, croates, italiens qui viendront en renfort, en préventif, prépositionnés pour aider les sapeurs-pompiers français, avec également des avions bombardiers d'eau et un hélicoptère précisément qui seront positionnés de manière stratégique par le ministère de l'Intérieur pour faire face à cette situation opérationnelle. Mais ce mécanisme intervient aussi en curatif, c'est-à-dire que si demain matin la France ou la Grèce ou un autre pays venait à être finalement assailli par des incendies de nature et d'ampleur particulière, le mécanisme déclenche la solidarité, fait appel aux États membres pour mettre à disposition de l'État qui est en difficulté des moyens supplémentaires.
Donc il faut qu'il y ait une demande officielle d'un État au départ. Oui, parce qu'on est sur une compétence particulière, souveraine. L'État reste souverain pour la gestion de sa protection civile et c'est l'État membre qui demande l'assistance à l'Union européenne par le biais de ce mécanisme. Alors quelles sont, là pour un petit peu donner un peu de concret, quelles sont les dernières fois où ce mécanisme a été activé, à quoi ressemble finalement une intervention coordonnée? En préventif, il est activé en ce moment. C'est-à-dire que début juillet, il y aura des forces qui vont être déployées au travers l'Europe, en Grèce, en France, en Espagne, pour permettre justement d'anticiper cette montée en charge et puis les températures qui arrivent, même s'il a plu typiquement dans le sud de la France tout au long du printemps. La sécheresse fait son ouvrage, le vent qui souffle, tout ça n'est pas de bon augure malheureusement. Et le mécanisme a été mis en place et en œuvre typiquement l'an dernier pour les feux en Grèce et la France est partie avec des avions bombardiers d'eau. En 2022, ce sont d'autres pays qui sont venus chez nous, notamment dans les Landes de Gascogne, tel que vous le disiez. Moi, j'ai envoyé des troupes en Grèce en 2019. On est parti en Suède en 2014, 2017, 2018. Donc, et aujourd'hui, vraiment, ce qui est fondamental, et on s'en aperçoit par rapport aux années 2000, parce que lorsque le mécanisme a été mis en place, lorsque nous parlions aux collègues scandinaves des feux de forêt, ils étaient peu soucieux de tous ces sujets. Dorénavant, ils le sont parce qu'ils sont impactés également par des feux d'envergure. C'est comme si à l'époque, nous parlions des feux dans le sud de la France et que finalement, les gens du Jura ou de Bretagne ne se sentaient pas concernés. On a vu en 2022 et on voit en ce moment même, il faut quand même se rappeler que le 15 mars dernier, les Pays-Bas avaient des feux d'espace naturel sur leur territoire. J'ai dit le 15 mars dernier, pas le 15 août. On parle de sécheresse aussi, de manque d'eau aujourd'hui en Belgique. Exactement. Donc, ce qui veut dire que ce sujet des feux d'espace naturel concerne l'ensemble du territoire européen. Alors on pense aussi à Chido, mais au cyclone Chido à Mayotte, mais où il y a également eu l'engagement du mécanisme à cette occasion-là. Vous faites bien de le souligner parce que deux éléments de contexte par rapport à Chido. Oui, l'Union européenne a été activée, le mécanisme a été activé pour accompagner notamment sur tout ce qui est potabilisation de l'eau, tout ce qui est retour à la vie normale sur l'île. On va encore avoir des actions pour reconstruire et aider et accompagner cette région particulièrement touchée. Et ce qu'il faut reconnaître aussi et garder un peu d'humilité, c'est que tous ces territoires ultramarins sont des laboratoires par rapport au dérèglement climatique. Et ce qui arrive sur ces territoires en matière de préparation, notamment des populations, est très intéressant. Et on devrait, nous, se soucier en matière de préparation, et notamment de la stratégie de préparation de l'Union européenne, se soucier certes des pays qui ont l'habitude, tels que la Finlande ou bien d'autres, à se préparer, à avoir une résilience beaucoup plus à même pour affronter des contextes géopolitiques ou liés au dérèglement climatique. Mais les territoires ultramarins, les régions ultrapériphériques sont importants dans la préparation parce qu'ils ont finalement des bonnes pratiques dont il faut s'inspirer. Alors, si la lutte contre les incendies, comme vous l'avez dit, relève en principe de la compétence des États, pour certains se posent souvent ça. Comment se fait-il qu'ils soient aujourd'hui si dépendants d'une flotte, par exemple européenne? On sait que l'Union européenne a fait des achats. Beaucoup pensent toujours que finalement, on a assez d'outils. Nous, Français, on devrait pouvoir supporter ces incendies nous-mêmes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Pourquoi finalement les États n'ont pas le matériel qu'il faut? Moi, j'ai commandé des feux d'ampleur et je pense qu'en fait, vous avez une forme de... À un moment donné, vous êtes sur un impossible opérationnel quasiment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à un État d'avoir une flotte ou des hommes ou un nombre de camions pour faire face aux événements auxquels nous faisons face dorénavant de manière ponctuelle. Même s'il y a une récurrence, ces événements-là ne frappent pas tout le temps les mêmes territoires. Je m'explique. Si demain matin on demande à la France de se doter de moyens pour faire face à des situations telles que nous avons connues en 2022, on l'a connu en 2022, mais pas en 2023, pas en 2024. Ça voudrait dire qu'on dépense de l'argent public pour une situation qui va avoir lieu tous les 5 ans sur notre territoire, peut-être. Donc de le mutualiser à l'échelle européenne, ça permet non seulement de ne pas demander à un État de faire un effort conséquent sur le plan financier, mais aussi ça veut dire qu'au regard de la récurrence sur un territoire tel qu'imaginé avec l'Union européenne, ça permet de l'activer régulièrement. Donc ce qui veut dire qu'entre guillemets, on rentabilise l'effort d'investissement consenti de manière solidaire. Alors, une des questions qui paraît un peu naïve, on parle souvent d'Europe de la défense. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une Europe de la protection civile? Mais je pense qu'il y a un lien très fort.
il y a un lien très fort entre l'Europe de la défense et l'Europe de la protection civile. Et de mon point de vue, et c'est la raison pour laquelle j'accompagne Adja Labib, j'accompagne la Commission, j'accompagne... On pourrait peut-être rappeler que c'est Adja Labib, c'est la commissaire qui est dédiée justement à toutes ces questions de solidarité européenne, de mécanismes de protection civile et de préparation de l'Union pour être beaucoup plus résiliente. Donc, pourquoi j'accompagne? Parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment d'ambition dans ce domaine-là. On doit aller beaucoup plus loin. Vous avez évoqué tout à l'heure de manière rapide le volontariat, il y a les camions, il y a les avions bombardiers d'eau. On devrait non seulement préparer une Europe de la protection civile, mais en plus, il y a une industrie de la protection civile. Défendre tous nos industriels, tous nos fabricants de camions, tous nos carrossiers et nos industriels pouvant fabriquer aussi un avion bombardier d'eau, c'est des questions de souveraineté. Et là aussi, est-ce que c'est comme pour la défense? Est-ce que finalement le matériel est compatible en matière de protection civile? Parce que souvent, quand on parle de défense, on sait que la difficulté, souvent, c'est la compatibilité du matériel. Est-ce qu'en matière de protection civile, ça se pose aussi? La question se pose aussi. C'est la raison pour laquelle je soutiens, on revient sur Adja Labib, qui a poussé l'idée d'une forme d'Erasmus, en tous les cas d'échange entre nos jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi a poussé l'idée d'un partage des connaissances et des bonnes pratiques entre les académies de sapeurs-pompiers au travers de l'Union européenne. Tout ça est positif pour permettre d'harmoniser les pratiques. Il ne s'agit pas de les uniformiser, il s'agit de les harmoniser et d'arriver aussi à avoir des matériels qui puissent correspondre. Tout à l'heure, je parlais de modules, sachant que les pays fonctionnent de manière très différente. Ne serait-ce que pour les sapeurs-pompiers, c'est une chose très pratique, ce sont les demi-raccords qui permettent de joindre deux tuyaux. C'est très pratique, très banal, mais il faut à un moment donné concevoir les choses pour pouvoir opérationnellement ne pas se poser la question. Sur un autre sujet, mais qui est lié à l'un des grands enjeux, et là où vous êtes aussi engagé, c'est l'eau. Vous avez travaillé sur une stratégie européenne de résilience dans ce domaine. Alors, pour un petit peu aussi expliquer à nos auditeurs, quel est l'objectif de ce texte quand on parle de résilience à l'eau et quel est l'objectif de ce texte que vous avez suivi pour votre groupe? Même si tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faille revisiter nos institutions pour faire face à l'actualité, pour faire face finalement à tous ces positionnements qui exigent une rapidité, je pense que l'Union européenne a quand même une capacité d'anticipation des sujets et c'est en cela que c'est intéressant d'être ici parce qu'on a un regard qui finalement porte les yeux beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, le sujet de l'eau est un sujet crucial. Si on doit revenir sur l'échelle locale, notamment le pays, la France, en ce moment, on a des sujets critiques. Alors, sur le nord de la France, c'est ponctuel, mais on sait que le sud de la France, notamment, je vais prendre pour exemple les Pyrénées-Orientales, vivent d'une situation qui n'est plus conjoncturelle, elle est presque structurelle dorénavant. Donc, le sujet de l'eau est très important. Il est probablement l'avenir de l'Union européenne parce qu'il nous faut de l'eau pour nourrir, il faut de l'eau pour produire, il faut de l'eau pour naviguer. Donc tout cela est important et on peut même voir au travers le monde des conflits. Si je devais parler du conflit entre l'Inde et le Pakistan, le sujet de l'eau est primordial. Donc le sujet de l'eau va être crucial dans les prochaines années et il faut que justement l'Europe s'en saisisse et le rapport sur lequel nous avons travaillé permettait de jeter les bases. Probablement pas encore de manière assez ambitieuse, notamment sur des sujets de potabilité de l'eau, et notamment, je veux parler des polluants éternels. Mais en tous les cas, de tout ce qui est sujet de la quantité et de la qualité de l'eau, ça va faire partie des sujets très importants. Et la Commission doit sortir sa stratégie en matière d'eau très prochainement. En fait, votre initiative ici au Parlement, c'était pour dire à la Commission, faites-nous une proposition qui tienne compte des éléments qu'on vous a dit là. Faites-nous une proposition ambitieuse. Tenez compte du rapport de Thomas Barada et de l'ensemble des éléments que nous avons portés et prenez en compte dans l'eau, aussi dans les sujets de l'eau, la résilience pour faire face aux crises parce que, typiquement, vous avez parlé de Chido, très vite lorsqu'il y a une catastrophe, il nous faut quoi? Il nous faut de l'eau et de l'eau potable. Et si on reste sur cette thématique de l'eau, Monsieur Allione, vous avez participé à la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice, où un pacte européen pour les océans a été présenté par la présidente de la Commission européenne, si je ne me trompe pas. Quelles sont, selon vous, les mesures les plus concrètes et prometteuses de ce pacte? Est-ce que vous sentez un leadership sur ce sujet de l'Union européenne? Oui, je pense que c'est un fait majeur et ce qui s'est passé à Nice est assez intéressant et important. Aujourd'hui, on voit bien
que les océans se réchauffent et que le réchauffement des océans conduit à plusieurs choses. C'est la hausse du niveau d'eau, c'est la destruction finalement de toute la biomasse, de toute la vie, de la biodiversité qui se trouve dans nos océans. Ça a un impact fort sur le dérèglement climatique. Je suis un enfant bercé par la Méditerranée et j'ai bien vu que la hausse des températures en Méditerranée avait des conséquences non seulement sur les feux de forêt, mais aussi sur les épisodes que l'on appelait cévenols, qui deviennent méditerranéens et qui deviennent catastrophiques par moments. Donc le point fort, c'est qu'il y a une mobilisation de l'Union européenne avec des axes forts sur la potabilité de l'eau. Parce que quand on parle des océans, les océans ne sont que le réceptacle finalement de nos décisions à terre, parce que l'océan commence au glacier. L'océan commence dans le cours d'eau qui passe devant chez nous. L'océan commence aussi finalement dans la vie de tous les jours, parce que tout ce qu'on rejette va à l'océan. Cette pollution plastique dont on parle régulièrement. Exactement, le sujet des plastiques est consacrant. Et puis, une donnée, on décarbone, mais l'industrie finalement des hydrocarbures se détourne vers la production de plastique, et la production de plastique pourrait doubler d'ici 2050. Ce qui veut dire qu'on décarbone d'un côté, mais finalement, on a une production de plastique qui pourrait nous pénaliser sur la nature de nos océans à terme. Alors, je voudrais revenir sur un sujet dont on a parlé en début d'émission. Donc, on disait, vous venez du monde associatif et du volontariat. Vous insistez souvent sur la reconnaissance de cet engagement. Et ici, au Parlement, vous souhaitez valoriser cet engagement volontaire en Europe, et donc qui concerne notamment les pompiers. Quels sont les obstacles actuels à cette reconnaissance? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Quelles sont les problématiques qui se posent? Et surtout, on peut penser qu'il y a quand même, si j'ai bien regardé, il y a 79% des pompiers en Europe sont des volontaires. Oui, et en France, on est un exemple, mais en France, 80% des sapeurs-pompiers sont volontaires, mais quand vous regardez l'Allemagne, c'est 1 million de sapeurs-pompiers volontaires, 3 millions de sapeurs-pompiers volontaires au travers l'Europe. En Australie, je vous disais que j'étais allé, il y a des pompiers volontaires. En fait, le vrai sujet, c'est que les pompiers professionnels sont la conséquence des pompiers volontaires. À la base, il y avait des bénévoles, des pompiers volontaires, et on a organisé, et donc il nous faut des pompiers professionnels, parce que la situation de la protection civile exige une épine dorsale stable qui permettent d'organiser le service. Mais il faut des pompiers volontaires pour faire face à tous ces pics d'activité, pour faire face aussi dans tous les territoires, parce qu'on ne peut pas avoir des sapeurs-pompiers professionnels de partout. Donc il nous faut ces sapeurs-pompiers professionnels et ces sapeurs-pompiers volontaires et ces citoyens formés. C'est un peu l'idée aussi de la stratégie de préparation défendue par Adja Labib, c'est d'inclure l'ensemble des concitoyens pour être beaucoup plus résilients. Le sujet des pompiers volontaires, c'est qu'aujourd'hui, on a une administration globalement, mais que ce soit en France, en Europe ou bien ailleurs, qui pense que finalement tout doit être, et j'ai une formule, c'est excelliser, c'est-à-dire que tout doit rentrer dans une case et tout doit correspondre à un statut. Nous, ce que l'on propose, c'est que ce volontariat-là soit défendu et que finalement tout un chacun puisse contribuer au bien commun. Et un sapeur-pompier volontaire prend du temps sur sa vie personnelle, sur sa vie professionnelle, pour accomplir une activité qui n'est en rien un travail, qui est certainement très souvent une passion, mais une passion qui est de servir avec altruisme, générosité, son prochain ou son territoire. Oui, il faut du courage, mais il faut surtout avoir une abnégation et donner de son temps à l'autre. Et dans une société où finalement tout le monde reproche à l'autre d'être dans son couloir de nage, la formule du volontariat est encore un des derniers bastions de solidarité qu'il faut défendre. Et justement, avec l'intergroupe qui traite de la résilience, de la protection civile et la gestion des crises, premier intergroupe créé depuis plus de 10 ans au sein du Parlement. Dont vous êtes membre. Dont je suis coprésident avec d'autres collègues et qui souhaitent défendre ce volontariat et lui donner pas un statut, mais une forme de reconnaissance permettant de s'exprimer au travers l'Europe. Et lorsque ce statut, cette reconnaissance sera faite pour les pompiers volontaires, notre Union européenne pourra dire qu'elle a fait un grand pas sur sa préparation face aux crises. Alors, j'aimerais conclure cette émission par une petite rubrique qu'on appelle « Entre deux ». Entre nous, entre deux. Alors, je vous pose 2 questions. Vous avez un choix. Ça nous permet un peu de mieux vous connaître. Alors, entre pompiers volontaires ou pompiers professionnels, vous choisiriez? Pompier volontaire. Je le suis toujours. Entre un grand discours dans l'hémicycle ou une opération de terrain avec les pompiers? Mais vous savez, j'ai des gardes régulièrement, je fais ma formation de maintien des acquis et cet été, du 1er au 8 août, je serai de garde, donc sur le terrain. Alors, sur un autre sujet, agenda papier ou tout dans le téléphone? Ah, à papier. Café du matin ou footing ou les deux? Ah, les deux.
Les deux. D'abord le footing, parce que le café avant le footing, c'est pas très agréable. Protection civile ou protection des risques? Protection civile. Nuit au poste de commandement ou nuit à Bruxelles? Non, poste de commandement, c'est beaucoup plus riche. Mandat européen ou mandat local? Je crois que vous étiez engagé localement. Les deux. Les deux, parce que avoir un engagement à Bruxelles ne peut pas être forcément dénué de cette partie terrain. Et j'ai été un grand chef au feu, mais j'ai remarqué que toutes mes décisions au poste de commandement, il valait mieux les vérifier. Et quand vous êtes sur le terrain, vous vérifiez toute la concordance entre ce que vous avez dit beaucoup plus haut. Casque de pompier ou casque de traduction? Ah, la traduction, c'est bien utile parfois. Adrénaline de terrain ou pression politique? Les deux, c'est de l'adrénaline, mais c'est toujours très intéressant d'avoir être un peu boosté par quelque chose qui vous pique au sang. Et pour finir, ce serait éteindre un incendie ou rallumer la flamme de l'engagement citoyen? Rallumer la flamme de l'engagement citoyen. Merci Monsieur Allione Merci pour votre participation à cette émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.